Bien, je suis revenu sur mon chemin ce soir parce que... Attendez. Hop. Voilà. J'avais envie de revenir faire un petit tour sur mon chemin magique, mon chemin de méditation. Alors évidemment, il est très tard, peut-être dans les 9h30 là, et il y a de très bonnes odeurs. Comme il a fait très chaud, je sais pas, ça fait ressortir le soir les odeurs, mais ça sent le foin, ça sent le champ. Il y a une odeur qui se dégage du champ, c'est vraiment très agréable, très agréable. Eh bien, ça a été mouvementé ces derniers jours. Et quand c'est comme ça, il faut se calmer, il faut prendre du recul et arrêter les polémiques. Parce que j'ai vu que ça avait monté, tout ça pour cette histoire à Annecy. Cette histoire à Annecy dont beaucoup de gens pensent que c'est un attentat sous faux drapeau. En tous les cas, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vois bien le processus, je vois bien pourquoi la plupart des gens réagissent comme ça. Je pense que c'est du déni et c'est même pas la peine de discuter parce qu'il y a une forme de conviction fanatique que j'ai relevé déjà chez certaines personnes. Il y a des convictions, ils ont des convictions, ils se sont nourris d'explications, de théories, et ça se fige dans le cerveau et ça devient une conviction. Donc ça sert à rien d'insister. Il y a des nouvelles. Ce soir, il y a un patient qui était proche, dans un hôpital proche de la petite fille qui a été poignardée. Alors, elle a le foie perforé, elle a reçu 4 coups de couteau. Elle est encore entre la vie et la mort, visiblement, d'après ce que j'ai entendu dire. Et les parents sont toujours en état de choc. Les parents sont terrifiés, quoi. Et par ce qui leur arrive. Évidemment, il y aura des séquelles. Si elle s'en sort, il y aura des séquelles. Le foie perforé. Vous savez, c'est vraiment un drame pour ces enfants. Toucher à des enfants comme ça, c'est l'abomination totale. Et je comprends qu'il y a une forme de déni qui s'opère, et on parle que d'attentats sous faux drapeau, et on évite le sujet qui consiste à s'inquiéter des enfants. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la foi, beaucoup de gens qui ont une croyance. J'espère qu'ils vont prier pour ces enfants, surtout pour ces enfants, parce que c'est un choc terrible, et pour les parents également, parce que c'est effectivement assez plus que traumatisant ce qui s'est passé, c'est terrifiant. Voyez-vous, dans la vie, c'est ça, c'est qu'il y a ce soir, je suis dans un contexte presque magique, c'est très beau. C'est simple, hein, il n'y a pas la mer, il n'y a pas les montagnes, mais il y a une qualité. Il y a toujours eu une qualité sur cette colline-là où je vais habituellement. Mais c'est pas sexy, hein, évidemment, il n'y a pas le marché des souvenirs, il n'y a pas les terrasses de café, il n'y a pas tout ça. Mais Dieu merci, je suis plus du tout là-dedans, et Dieu merci, je bénéficie de ce privilège d'être là, un privilège qui ne coûte rien, un privilège absolument gratuit, puisque je suis retiré dans une région où il faut très peu d'argent pour vivre, et c'est le paradoxe à nouveau, c'est qu'on a une forme de luxe, et ce luxe, je l'ai parce que justement, c'est gratuit. Et je vous disais, le paradoxe, c'est qu'il y a une forme de beauté, on sent la beauté, enfin il y a une beauté, une qualité, et vous avez en face
cet acte monstrueux, cette abomination, cette laideur qui se côtoient. J'en parle et je suis dans un contexte absolument paisible et reposant. Ça pose question ce monde quand même. Pour ça vous avez là quelqu'un qui se balade tranquillement, et puis vous avez aussi des atrocités qui sont en train de se produire en Ukraine et en Russie, sur la frontière en tout cas du Donbass. Là pareil, des hommes morts chaque jour, sont blessés, amputés, des vies sont chavirées. Puis vous avez ce monde là, vous avez ce spectacle là qui est reposant, où on sent une forme de présence, une forme de paix. C'est mystérieux, hein, c'est mystérieux. Tout cela me donne envie de toujours me retirer. En fait, d'une certaine manière, je commence. Les personnes, les gens, les humains m'effraient un peu. Quelque chose d'effrayant chez l'humain. J'ai l'impression qu'ils transforment pas le plomb en or, ils transforment l'or en plomb. Ils font l'inverse. Ils transforment tout ils gâchent tout, quoi. Il faut qu'ils gâchent tout le temps. Et c'est assez exaspérant de voir ces idéologues qui enfoncent un clou. Ils en ont pas assez. Ils attisent la haine, ils attisent la méchanceté, ils attisent la confrontation d'une certaine manière, en apportant de fausses réponses. Parce que le problème, c'est que l'angélisme que je vois en train de poindre, c'est beaucoup, hein. Il y a une forme d'angélisme, mais un angélisme coupable, un angélisme à nouveau qui ne veut pas voir, un angélisme qui se voile la face. Et cet angélisme-là, il est hyper dangereux, parce que il mène à la catastrophe, cet angélisme. C'est comme le pacifisme. C'est des idéologies qui sont dangereuses. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une vague de pacifisme avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait ce côté angélique chez certains, de paix, tout ça. Il faut revoir les affiches, les mouvements pacifistes, etc. avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait quelque chose de fuyant, quelque chose qui voulait fuir la réalité. Alors qu'en somme, il est important dans ces moments-là d'ouvrir les yeux, d'être conscient, pour avoir une action, pour éviter le pire, il vaut mieux être dans la réalité. Il vaut mieux être partie prenante dans ce conflit ou dans cette situation qui se dégrade de plus en plus. Mais là, je dois dire que là, on en est arrivé à un point de dégradation où malheureusement, même si on est conscient, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. On essaie de pas perdre la tête, quoi, de pas péter un câble. Et beaucoup sont en train de péter des câbles là, je le vois. Vous savez, dans ces assemblées, bon, je plaisante un peu à ce propos, mais dans ces réunions New Age que je vois fleurir, mais un peu là en ce moment, vous avez des endroits où les gens font du pognon avec ça, bon, c'est leur affaire, mais ils emmènent les gens dans un délire spirituel, mais ça fait peur. Ça fait peur. Ils vont prendre cher, ces gens-là. Ils vont prendre cher parce que ils sont pas conscients. Ils sont pas conscients qu'il faut surtout pas adopter cette attitude-là. Il faut être très très prudent en ce moment. Il va falloir être très très prudent. Ouais, il faut se retirer en tous les cas. Il faut se retirer et attendre que ça passe. Mais c'est pas le moment d'aller faire le fanfaron, d'aller, je ne sais faire quoi d'ailleurs.
vous allez... C'est pas le moment. En ce moment, il faut se reconcentrer, il faut se ressourcer, il faut se... Je dis pas qu'il faut être triste, mais il faut être grave. C'est différent. Les temps que nous vivons nécessitent une gravité. Pas forcément une tristesse, mais une gravité. Vraiment, c'est pas le moment d'aller vivre en ville, d'aller vivre dans les banlieues et tout ça. Pour l'instant, il y a une telle tension, qui est en train de monter que c'est pas le moment de trop, comment dire, de chercher trop le contact, je dirais. Vous savez, ça y est, je l'ai dit dans une vidéo, les humains sont dépassés, tout de suite, sont dépassés par tout ce qui arrive. Ils n'arrivent plus à faire face. Il y a une telle avalanche de nouvelles dans tous les sens qui arrivent et qui sont négatives que tout le monde se réfugie dans un truc de positivisme qui est complètement faux, qui est artificiel et qui va s'effondrer à la moindre épreuve. Ça va s'écrouler, ça va s'effondrer. Parce qu'ils n'imaginent pas, ils n'imaginent pas la puissance de destruction qui est actuellement à l'œuvre chez l'humain. Il y a une puissance de destruction qui est à l'œuvre, qui est phénoménale. Mais c'est vrai au niveau collectif, au niveau des pays, mais aussi au niveau individuel. Il y a quelque chose d'extrêmement destructeur. Il y a vraiment il y a le feu, si vous voulez. Il y a le feu. Et le moindre truc peut s'enflammer et dégénérer. Donc c'est le moment où il faut être prudent dans ses analyses, prudent dans ses propos, prudent dans sa compréhension. Si on ne peut pas comprendre, on laisse faire, on attend. S'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il n'y a pas besoin de mettre forcément une explication sur tout. De toute façon, vous en êtes incapable. Qui en est incapable? Personne. Il faut des gens extrêmement puissants spirituellement, intellectuellement pour décoder exactement tout ce qui se passe. Non, vous faites focus sur un sujet et puis c'est tout. Mais vous ne pouvez pas appréhender tous les sujets et savoir ce qui se passe. Après, vous tombez dans un délire et c'est pas bien non plus parce que vous vous faites du mal pour rien. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas simplifier comme on simplifie habituellement les choses. La complexité est là et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui nous attend. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Et donc, par précaution, on est attentiste, on regarde, on observe et on se prépare toujours intérieurement. On essaie d'anticiper un peu si on peut. Mais il ne faut pas perdre la boule, il ne faut pas perdre l'équilibre, parce que là, avec tout ce qui arrive, ça commence à être le cas. Ça commence à être le cas. Je le vois. Et je vais vous dire, vous savez, les mots que l'on dit, les mots que l'on prononce, ou les mots que l'on écrit, ont une action, ont une efficacité. Donc, si vous voulez être agressif, si certains font le choix d'être agressifs avec les mots, c'est leur problème, ils peuvent le faire. Mais il faut qu'ils comprennent que ça va leur revenir. C'est tout. C'est-à-dire que celui qui est insultant, celui qui est agressif, celui qui a une intention mauvaise dans
dans sa parole, et qui dit une chose insultante, ou qui dit, je sais pas, quelqu'un qui prononce un mot insultant extrêmement agressif. Il y a des bestioles là. Il y a des bestioles là, dans le champ. Eh bien, ça doit être des sangliers. Ah bah oui, c'est là. Vous entendez? Oui, ben, donc il faut faire attention à ce que l'on dit, hein, tout de suite. Sinon, ça nous revient. Que les mots, si vous voulez, les gens prononçaient des formules autrefois. Quand ils faisaient la sorcellerie, quand ils faisaient de la magie, ou quand ils invoquaient les dieux. C'est avec des mots qu'on fait ça. Et quand le fait de prononcer certains mots déclenche des choses et peuvent si vous voulez, avoir des répercussions. Donc il faut être prudent dans ce qu'on dit. Je vois des fois des gens qui sont qui partent en flèche, qui sont agressifs, ils ne se rendent pas compte que les mots qu'ils utilisent, parfois les mots et les expressions qu'ils utilisent peuvent être extrêmement dangereuses pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes, je dis. On va voir si on va les... Je suis sûr qu'il y a des sangliers qui sont cachés dans le... Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. En fait, on a tous des responsabilités vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres quand on dit les choses. D'où la nécessaire honnête. Il faut qu'on essaie d'être honnête, sincère. Il ne faut pas qu'on tombe dans un mécanisme idéologique ou spéculatif sur lequel on plaque tout. Il faut rester maître de ses idées, ne pas se laisser influencer, rester maître de son jugement, absorber, étudier, regarder les choses et ne pas se laisser influencer, essayer d'obtenir une information en fonction de votre point de vue. C'est important. Il faut se créer son propre point de vue. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs. Et les influenceurs, ils font du mal. Les influenceurs, ils vous enlèvent votre liberté. Parce que la première des choses, c'est d'avoir une autonomie, une pensée autonome, et d'avoir la liberté de penser. Maintenant, si nos pensées débouchent sur une agressivité, c'est que ça va pas. Et il commence à faire nuit. Après, la colère, c'est différent. Moi, j'étais très en colère quand j'ai vu ça. L'attentat à Nice, à Annecy, là, j'étais très en colère après tous ceux qui sont laxisme avec les problèmes d'immigration, de réfugiés, tout ça. Parce que j'ai été confronté à ça dans mon travail, donc je sais que ça existe depuis longtemps, que le problème est là. Et là, ça me rend fou que les gens ne soient pas conscients de ce dérapage dans lequel on est. Là, on est face à un truc. Je vous dis pas, quand ils ont fait un reportage, il y a 500 migrants, mineurs, plus ou moins, qui sont dans une école à Paris, sans eau, rien. Et c'est les mêmes bourges de gauche qui sont pour qu'ils viennent, qu'on ouvre les portes, mais c'est bizarre. Ils veulent pas pourquoi ils les prennent pas chez eux? En plus, ils ont du fric, ils ont des bourgeois dans mon coin. Comme je dis, ils ont des baraques de malades et tout. Pourquoi ils ne logent pas ces jeunes-là, puisqu'ils veulent pas que
qu'on les rejette, qu'on les reconduise dans leur pays, ils veulent qu'on les accueille, ben accueillir. Ils veulent toujours, ces bourges de gauche, ils veulent toujours qu'on accueille, mais jamais chez eux. Du coup, on a des 500 jeunes actuellement dans une école à Paris qui ont même pas de quoi prendre une douche. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où c'est qu'on en est? Alors ça me met en colère. Oui. Ça me met hors de moi. D'une part, ça me met hors de moi que les Français aient voté pour des politiques aussi nuls et qu'ils n'aient pas pris la mesure de ce problème-là. Ils sont là toujours. Ah, il faut pas avoir discours de haine. Ils racontent les espèces d'illuminés là, spirituels. Ah, n'y est pas. Faut pas avoir un discours de haine. Ils sont tous là à se dire par la main. Ils foutent 200 balles pour aller dans un week-end, à se tortiller le cul et à faire les sages et je ne sais quoi avec les jambes là assis. En croisant les jambes, et puis ils font la leçon à la terre entière, et puis ils retournent chez eux, et puis ils sont bien tranquilles en général, et puis ils disent non mais non, il faut accueillir, il faut comprendre, il faut pas avoir des discours de haine, c'est pas avoir des discours de haine de prendre conscience de ce problème-là, comprenez, il y a une démographie énorme dans les pays du tiers-monde, c'est quand même, enfin c'est infernal cette histoire. Plus la déstabilisation qui a été faite en plus avec les guerres, les interventions. Pourquoi BHL, lui qui est toujours prêt à partir en guerre, pourquoi il ne prend pas dans ses belles lui qui est milliardaire, pourquoi il ne prend pas tous ces réfugiés chez lui? Pourquoi moi je les vois, ils sont très bourgeois, madame, ils ont une propriété à Saint-Paul-de-Vence, je la voyais, Ariel Dombas, là, je la voyais quand j'étais dans le sud. Elle faisait des processions à Saint-Paul-de-Vence, tout ça. Ils habitent dans des belles propriétés. Puis c'est eux qui font venir, c'est eux qui foutent le bordel dans les pays. Ensuite, ils sont déstabilisés. Puis évidemment, il y a des réfugiés, je sais bien, mais on peut pas imposer ça aux petites gens, aux petits Français. On peut pas leur imposer cette cohabitation avec des jeunes qui sont en rupture totale, Et puis on n'a pas les moyens financiers, on n'a plus de médecins, puis on va vouloir soigner tous ces gens-là. Nous, on ne peut plus soigner, il n'y a plus rien. Les hôpitaux sont débordés, quand vous arrivez pour une urgence, vous arrivez à 10 heures, puis on va accueillir des gens, puis on va prétendre les soigner. Mais les soigner avec qui, avec quoi? Ouais, Vous voyez bien les incohérences, donc ça me met en colère. Ça me met en colère parce qu'il n'y a aucun homme politique qui est capable de se saisir de ça, qui est incapable de se saisir de ça. Il y a une voiture qui arrive. Alors franchement, non. Franchement, là je suis en colère. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser et je vous souhaite c'est un gars qui dort dans son van. Il est courageux. Je vous souhaite bah oui, une bonne soirée et puis on reparle de ça plus tard. À bientôt.